À l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux. La commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet aîné des crédits budgétaires du portefeuille santé et services sociaux pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 2 heures a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Madame Lecourt-Lobinière-Frontenac est remplacée par Madame Louin-Bonaventure, Monsieur Leduc Hochelaga-Maisonneuve par Madame Massé Sainte-Marie-Saint-Jacques et Monsieur Bérubé Matane-Matapédia par Monsieur Arsenault, Île-de-la-Madeleine. Merci. Alors, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, ce soir vers 19h14, 19h15. Alors, je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Alors, Madame la députée de Lapinière, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour tout le monde, Madame la Ministre, toutes les équipes et tous les collègues. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de questions. Je vais essayer d'être courte dans les questions pour pouvoir en poser le plus possible. Alors, ma première, c'était de savoir à quelle date la future politique sur le soutien à domicile sera rendue publique. Oui, alors j'en profite aussi à mon tour pour saluer les collègues députés et donc toutes les personnes qui nous assistent aujourd'hui du ministère de la Santé et des Services sociaux et notamment la présidente chef de direction de Santé Québec. Pour répondre à votre question concernant la politique nationale de soutien à domicile, c'est une politique qui fait partie des recommandations de la CSBE. Nous avons entrepris les travaux il y a quelques mois. Nous avons rencontré plus d'une soixantaine d'instances différentes qui ont déposé des mémoires et nous espérons déposer cette politique d'ici la fin de l'année 2025. Il y aura un grand rendez-vous national en mai prochain, donc dans quelques jours, pour pouvoir continuer de faire des travaux en présentiel avec les différents partenaires. Alors, puisque ce sera rendu public fin 2025, quelle somme vous avez prévue au budget pour la mise en œuvre de la politique de, disons, janvier 2026 jusqu'à mars 2026, jusqu'au prochain budget? Oui, bien en fait, il faut revenir au budget que nous avons qui ont été annoncés au crédit. Alors, vous le savez que le budget en soutien à domicile au Québec est un budget de l'ordre de 2,6 milliards de dollars. Et nous avons aussi le budget en lien avec les programmes aînés de près de 6 milliards de dollars. Donc, c'est clair que dans le budget qui est annoncé cette année, nous allons voir comment nous allons l'utiliser pour rehausser nos services de soutien à domicile. Il faut voir que la politique actuellement, nous avons les ressources nécessaires. Il n'y a pas de budget qui a été attribué à la politique. Ça fait partie du rôle du ministère de la Santé et des Services sociaux de définir les orientations. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On le fait en collaboration avec Santé Québec. Mais lorsque la politique sera faite, il y aura un plan d'action, il y aura des objectifs, il y aura donc des indicateurs. C'est comme ça qu'on travaille habituellement et on pourra chiffrer le coût de chacune des mesures qui seront mises en place. D'accord. Donc, je comprends que pour l'instant, jusqu'à la fin de l'exercice financier, ce sera inclus dans le 2,6 milliards en soutien à domicile. C'est inclus dans le budget soutien à domicile. C'est inclus dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux qui coordonne les travaux. C'est inclus dans le budget du secrétariat des aînés qui participe pour certains volets. Donc, on utilise le budget que nous avons pour déployer, en fait, élaborer la politique nationale de soutien à domicile. On n'a pas ajusté les ressources là, dans ce sens-là. Merci. Alors, maintenant, le tableau de bord qui est public, que l'on peut consulter, montre 17 838 personnes en attente d'un premier service de soutien à domicile, sans compter les données du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, parce que ces données ne sont pas toutes arrivées à temps. Est-ce que ce premier service, là, dans les personnes qui attendent le premier service, est-ce que ce premier service, c'est l'évaluation de la personne et de ses besoins, ou est-ce que c'est réellement un service qui est donné à domicile?
Mais en fait, là, il y a deux choses. Vous savez, quand les personnes sont inscrites en soutien à domicile, il doit y avoir une évaluation des besoins. Quand la situation n'est pas considérée comme urgente, là, bien sûr. Alors, on travaille pour vraiment s'assurer de diminuer cette liste d'attente des personnes qui sont en attente d'un premier service. Alors, l'attente d'un premier service, c'est majoritairement au niveau des services psychosociaux, et ça concerne majoritairement l'évaluation, soit une évaluation initiale ou une évaluation qui est plus complexe, là, dépendamment des besoins des personnes. Merci. Alors, question, pourquoi un délai de 90 jours avant d'être compté comme étant en attente d'un premier service sur le tableau de bord, alors que dans d'autres provinces canadiennes, c'est seulement 72 heures? Oui. Bien, en fait, c'est les critères qui ont été émis dans le temps, au fil des années, en soutien à domicile. On n'a pas modifié ces critères-là. Il faut savoir qu'on a développé, à notre arrivée, un tableau de bord en soutien à domicile qui a beaucoup évolué. Le soutien à domicile n'était pas un secteur où il y avait beaucoup de données. Les données étaient souvent, complétées en fin d'année financière. Ce qu'on a fait dans les dernières années, ça a été de se doter d'un tableau de bord périodique qui est maintenant disponible, ouvert au public. C'est nouveau. Donc, les indicateurs, ils sont en mouvance. La politique nationale de soutien à domicile va nous permettre de nous donner des indicateurs en lien avec l'accès, la continuité de service. Et ça, c'est extrêmement important. Nous allons les réviser, ces critères-là, mais on ne voulait pas faire ça avant d'avoir complété les travaux en lien avec la politique nationale. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, à la suite de la politique, que le tableau de bord comprenne toutes les personnes qui sont en attente d'un soin à domicile? Parce qu'on sait qu'il y a environ 50 000 personnes qui attendent, mais on ne les voit pas dans le tableau de bord. Alors, est-ce que dans les nouveaux indicateurs, on va pouvoir voir aussi ces personnes? Oui, tout à fait. On va le regarder, mais il faut faire attention. Là. Quand on dit qu'il y a 50 000 personnes qui attendent pour un service de soutien à domicile, ces personnes-là reçoivent déjà des services de soutien à domicile, mais très souvent, ils peuvent être en attente pour un service. Je vais vous donner un exemple. Une personne âgée qui reçoit des services en soutien à domicile a eu son évaluation psychosociale. Elle peut avoir des soins infirmiers, des soins en inhalothérapie, mais elle attend la consultation de l'ergothérapie pour l'installation d'aide technique, de barres, d'appui, etc. Donc, la personne, oui, est en attente. Elle fait partie des 50 000 personnes qui attendent, mais c'est quelque chose qui est toujours évolutif, là, bien sûr. Et donc, ce qui est très important, c'est de suivre il y a des codes de priorité, 72 heures pour des services qui sont considérés comme urgents. Par la suite, on a un autre critère qui est 10 jours selon différentes modalités et ça peut aller, comme vous l'avez mentionné, jusqu'à 90 jours. Merci. Maintenant, en page 263 du budget de dépenses, on lit que 37 665 575 heures de services en soutien à domicile ont été rendues entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. Et sur le tableau de bord, on voit qu'il y a 34 539 467 heures qui ont été rendues du 1er avril 2024 jusqu'en P12 2025, ce qui fait un écart négatif de 193 000 heures environ. Est-ce qu'on peut savoir, c'est possible de savoir quelle part de toutes ces heures ont été rendues à des personnes aînées? Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont un handicap, par exemple, ou une maladie chronique qui ne sont pas nécessairement des aînés, qui peuvent recevoir du soutien à domicile. Est-ce qu'on a cette ventilation? En fait, le soutien à domicile, vous avez tout à fait raison. C'est pas seulement pour les personnes aînées, c'est aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont aussi en sortie hospitalière, par exemple en post-opératoire, puis ils vont recevoir des services pour de courtes périodes. Donc, on a des personnes en soins palliatifs, en soins de fin de vie. Donc, on est en train de catégoriser pour s'assurer d'avoir le détail. Le ministère fait des travaux à ce niveau-là. Mais je veux quand même revenir sur la question des heures à domicile. Vous avez ici un tableau de toutes les heures à domicile depuis 2014-2015.
Et on voit là que nous avons donc accentué les investissements en soutien à domicile. Ici, c'est un tableau qui démontre les heures. Vous avez les données 23-24 parce que l'année 24-25 est complétée, mais elle n'est pas encore traitée. Ce qu'on voit cette année, quand on fait des projections, on voit qu'on approche, là, et la prochaine mise à jour, on aura 24-25, on sera à près de 40 millions d'heures. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais aussi sortir l'autre présentation, donc je ne l'ai pas ici, mais sur le nombre d'usagers en soutien à domicile. Donc, on rejoint, comme je l'ai mentionné, là, près de 400 000 personnes en soutien à domicile. C'est une grande majorité des personnes âgées, bien sûr. Puis c'est là qu'est le grand défi, parce que l'organisation des services de soutien à domicile pour les personnes âgées, c'est pas seulement avec les CLSC. C'est une organisation de services qui se veut aussi complémentaire et communautaire. Donc, avec les entreprises d'économie sociale pour les travaux domestiques, pour le soutien. Je m'excuse, Madame la ministre, est-ce que ça serait possible d'être plus brève dans vos réponses, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, bien, je complète en disant que, bon, on fait l'augmentation de nos heures, ça se traduit par plus de personnes desservies. Donc, on sait que c'est majoritairement des personnes aînées, mais on n'a pas la ventilation exacte ou le pourcentage d'heures, par exemple, pour les aînés. J'ai pas la ventilation, là. Mais on pourrait vous les fournir. Je n'ai pas ça là, sous la main, là, la ventilation, parce que là, on rentre vraiment à un niveau de gestion peut-être plus opérationnel. Alors, ce qu'on suit dans le tableau de bord, c'est plus le nombre de personnes desservies, le nombre d'heures, les investissements qui sont faits. D'accord. Maintenant, en tout cas, je n'ai pas entendu parler récemment du projet pilote de guichet unique pour les aînés dans les CLSC. Ça avait été annoncé en mai 2024. Selon ce qui est indiqué dans la fierté de vieillir, c'est quelque chose qui est dans le plan stratégique 23-27 du ministère de la Santé et des Services sociaux et c'est prévu pour juin 2025. Alors, ma question, est-ce que c'est quelque chose qui va entrer effectivement en vigueur ou qui va être en œuvre plutôt dès juin 2025? On a fait des différents projets en lien avec le guichet d'accès en lien avec les CLSC. Il y a 7 projets pilotes actuellement qui sont en cours dans différentes régions du Québec, notamment du côté ici de Capitale-Nationale, du côté des Laurentides, donc et dans d'autres régions. Vraiment, il y a des leçons apprises intéressantes qu'on est en train de répertorier. L'objectif est vraiment de pouvoir s'appuyer sur ces bonnes pratiques qui sont en train d'être élaborées, vraiment des choses extrêmement intéressantes. Le 14 mai, je crois, c'est là qu'on fera notre événement pour la politique nationale de soutien à domicile. D'ailleurs, il y aura des partenaires qui ont participé à ces différents projets qui viendront témoigner de leur expérience. Donc, on avance dans ce sens-là pour s'assurer qu'au moment où on déposera la politique nationale de soutien à domicile, on sera en mesure de déployer ces bonnes pratiques partout au Québec. Mais là, on est vraiment en projet pilote dans cette région du Québec. Pas avant l'année prochaine, probablement, que ce sera mis en œuvre. Maintenant, est-ce que, parce que le réseau des ESSAD contribue à plusieurs heures de soutien à domicile, est-ce que vous envisagez d'étendre le PEFSAD à des prestataires de services de soutien à domicile autres que les ESSAD? Je ne peux pas vraiment vous répondre aujourd'hui parce que oui, effectivement, là, il y a des partenaires qui viennent de d'autres catégories d'entreprises. On travaille actuellement avec les ESSAD. C'est près de 100 000 personnes au Québec là, qui reçoivent des services de soutien à domicile par les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile qui font un travail extraordinaire qu'on finance et qu'on souhaite qu'ils se développent. Maintenant, la réflexion en lien avec le rôle des autres partenaires qui interviennent en soutien à domicile, elle n'est pas complétée. Elle est en train de se faire dans le cadre de nos travaux en soutien à domicile. Puis j'en profite pour vous mentionner qu'on n'est pas en train d'ouvrir l'ensemble de ces services-là aux entreprises privées. Alors ça, c'est important de le mentionner. On mise sur nos ESSAD. Les entreprises privées qui gravitent en soutien à domicile peuvent avoir un rôle à jouer, mais il faut regarder la mécanique en lien avec ça.
D'accord. Maintenant, est-ce que vous comptez élargir le panier de services qui est admissible au PEFSAD pour inclure le SAPA, le RIPI, les menus travaux dans le cadre des ESSAD? Oui, c'est ce qu'on est en train d'examiner. On travaille avec le regroupement des ESSAD. On sait que le PEFSAD, c'est un programme qui est fort apprécié. Maintenant, il peut continuer de se développer et il pourrait être fort utile pour le répit, notamment, et aussi le soutien à la personne. À l'étude des crédits 2023 et aussi en 2024, vous m'aviez dit que d'abord en 2023 que vous trouviez que c'était une excellente idée d'améliorer l'accès au crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés en l'appliquant directement sur la facture des usagers à travers une collaboration avec les ESSAD et Revenu Québec. Et l'an dernier, vous m'aviez dit que tout un travail était fait avec les différents partenaires, dont le réseau des ESSAD. Merci, Madame la députée. C'est tout le temps que nous avons. On va